Bien, chers élèves, bonjour. Nous allons reprendre notre chapitre 2, Humanisme, Renaissance et réforme religieuse. Et après avoir étudié le mouvement intellectuel humaniste la semaine dernière, nous allons observer le bouleversement que connaît l'art en rupture avec le Moyen Âge, à la même époque, c'est-à-dire au XVe et XVIe siècle. Problématique, quelles sont les principales innovations de la Renaissance? Et nous essaierons de voir si nous pouvons relier ce mouvement artistique au mouvement humaniste que nous avons vu dans la leçon précédente. Premièrement, la Renaissance est liée au terme renouveau. Donc au XVe siècle, nous avions vu que la façon dont les Européens voyaient le monde a été ébranlée, ne serait-ce que par la découverte du Nouveau Monde, par la redécouverte de textes de l'Antiquité, de nouvelles façons de voir l'homme. Eh bien, cette nouvelle façon de voir le monde va pousser les artistes eux aussi à se renouveler et à rompre avec les représentations qui avaient cours durant tout le Moyen Âge. C'est ce qu'on va appeler la Renaissance artistique. C'est d'ailleurs l'italien Vasari qui parle de rinascita, c'est-à-dire de renaissance, un renouveau, un retour à l'Antiquité. Alors les artistes de la Renaissance vont placer l'homme au cœur de leurs œuvres et vont vouloir le représenter fidèlement. C'est toujours maintenant le cœur de leur sujet. Ils vont s'éloigner des représentations religieuses, sans pour autant les abandonner, mais toujours sous le prisme de l'humain, qui reste au centre de leurs œuvres. Donc, la représentation la plus fidèle du corps, des visages, des expressions de l'homme ou de la femme vont être au cœur de leur sujet. L'inspiration de l'Antiquité va se voir dans leurs œuvres architecturales. On peut voir sur la gauche la Villa Rotonda qui va montrer des frontons, des colonnes, voire des coupoles, directement inspirées des temples et des bâtiments gréco-romains. À droite, nous pouvons voir des sculptures qui vont représenter les êtres humains le plus fidèlement possible. Le corps est mis en avant. C'est pour ça que les sujets sont souvent représentés nus. Et les techniques, comme la technique du bronze fondu, qui va être réinventée, puisqu'elle n'avait plus cours depuis l'Antiquité. Les sujets vont s'inspirer eux aussi de thèmes antiques, c'est-à-dire la mythologie gréco-romaine, et même les scènes de la Bible ou les scènes du Nouveau Testament vont parfois être vues sous le prisme de scènes bibliques, de scènes gréco-romaines, excusez-moi. Les artistes vont tout de même chercher à dépasser l'Antiquité et ils vont s'associer au progrès, à la notion de progrès, en inventant de nouvelles techniques qui vont être fondées sur les sciences. Nous pouvons voir sur les deux œuvres que vous voyez ici que les règles de la perspective vont être employées, donc les lignes de fuite, on voit les lois de la géométrie, les lois de l'optique, qui vont permettre de donner une illusion de profondeur et d'un réalisme le plus saisissant. Le flamand Van Eyck, qui va utiliser pour la première fois la peinture à l'huile, qui va ensuite rapidement se diffuser, puisque cette nouvelle technique, où l'on mélange des pigments avec des huiles grasses, va permettre une plus grande finesse des traits et un éclat des couleurs jamais égalé durant le Moyen Âge. Toujours dans le progrès, les artistes de la Renaissance sont parfois des chercheurs et ils essaient de se baser sur les nouvelles connaissances ou eux-mêmes vont faire des expériences pour les améliorer. Léonard de Vinci a lui-même pratiqué des dissections sur des cadavres dans le but de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et donc mieux le représenter. Les artistes, beaucoup d'artistes sont donc des humanistes eux-mêmes. On peut le voir sur la représentation de l'homme de Vitruve, donc toujours du même Léonard de Vinci, qui va représenter l'homme dans les proportions parfaites. Le corps humain représente un idéal de perfection.
Et encore une fois, cette image de l'homme de Vitruve est très symbolique de la vision que les artistes de la Renaissance et les humanistes ont de l'homme, qui est donc maintenant au centre de tout. Les artistes ont maintenant une nouvelle ambition, euh, c'est de peindre le plus fidèlement possible l'homme, car en représentant l'humain de cette manière, ils veulent rendre compte de la nature profonde humaine, d'exprimer ses émotions, presque rendre visible l'âme humaine. La Joconde, représentée ici, est considérée comme l'idéal du portrait de la Renaissance. On peut voir sa posture, sa position centrale au cœur du tableau, son sourire, comme vous pouvez le voir, qui laisse percevoir une émotion, un signe d'humanité, parfois un certain mystère de l'âme humaine, et la simplicité du modèle, qui va mettre en valeur le visage et la personne elle-même. Au cours de cette période, les artistes vont d'ailleurs changer de statut. Alors qu'au Moyen Âge, ils étaient considérés comme de simples artisans, qui étaient liés surtout à leur œuvre, maintenant ils vont être vus comme de véritables créateurs, qui vont signer leurs œuvres et qui vont être très courtisés. Deuxième point, nous allons nous intéresser au cœur de la Renaissance, un des cœurs principaux de la Renaissance, c'est-à-dire l'Italie. Vous pouvez voir sur cette carte que la Renaissance italienne, elle est née dans les grandes villes d'Italie au milieu du XVe siècle. Donc c'est dans les zones les plus riches d'Italie, les plus commerçantes, que les grandes familles et les principales cités vont utiliser l'art pour montrer leur puissance. Ils vont attirer les grands artistes à leur service en les finançant, en leur passant des commandes, et donc en protégeant ces artistes qui parfois ont pu être critiqués par l'Église. Cette action de protéger des artistes ou de les garder à leur service s'appelle le mécénat. Donc là, une famille qui va protéger une série d'artistes s'appelle un mécène. Au XVe siècle, Florence va être le centre de la Renaissance grâce au mécénat de la famille des Médicis, famille dirigeante de cette ville. Elle va financer notamment Donatello, Léonard de Vinci ou encore Michel-Ange. Laurent le Magnifique est très représentatif de la période faste de cette famille de protecteurs. On avait rappelé que les artistes maintenant avaient changé de statut et qu'ils étaient courtisés par les puissants qui vont les financer et les soutenir au service de leur puissance. Alors si Florence va perdre petit à petit son influence au XVIe siècle, Rome va devenir plus rayonnante grâce à l'œuvre des papes qui veulent utiliser la magnificence et la beauté des œuvres d'art au service de la puissance catholique. Ici, le pape Jules II qui lance la construction de la basilique Saint-Pierre, qui est censée représenter le pouvoir spirituel des âmes catholiques et le pouvoir temporel de l'Église, c'est-à-dire son pouvoir politique. Il cherche à marquer les esprits des fidèles et à affirmer l'autorité de l'Église en faisant construire des œuvres monumentales. C'est d'ailleurs lui en 1508 qui va attirer l'artiste de Florence, Michel-Ange, et va lui commander d'embellir la chapelle Sixtine, celle qui a été construite à côté de la nouvelle basilique, pour peindre une nouvelle fresque sur sa voûte. On voit d'ailleurs à cet endroit-là, ici, la chapelle Sixtine. Ici, vous avez la grande basilique Saint-Pierre et la chapelle Sixtine, une chapelle qui a été donc rénovée avec cette grande voûte peinte. Il s'agit d'ailleurs des résultats de vos travaux de la semaine dernière, dont nous allons reprendre les grandes lignes. Alors comme vous l'avez vu, Michel-Ange était essentiellement d'ailleurs un sculpteur, déjà très célèbre, et pour parfaire son art, il a lui-même d'ailleurs pratiqué la dissection sur des cadavres, pourtant interdite par l'Église.
Il va donc s'essayer à la peinture avec grand succès, puisque nous allons étudier cette chapelle Sixtine et cette œuvre monumentale. Je vous ai mis un petit rappel des 2 pages, plus un lien vers une visite virtuelle de la voûte de la chapelle Sixtine euh, à consulter. J'ai rassemblé en 3 points les éléments qui me paraissaient les plus essentiels, et pour construire une sorte de trame d'analyse de l'œuvre. D'abord, en quoi est-elle un défi technique? Ensuite, une analyse, une description, analyse rapide des principales parties de l'œuvre. À quelle partie de la Bible appartiennent les scènes centrales, hein, c'est un choix, puisque la voûte de la chapelle Sixtine est bien trop vaste pour en faire une analyse absolument complète. Donc on fait des choix. Et puis enfin, pourquoi peut-on dire qu'il s'agit d'une œuvre pleinement humaniste, donc à relier avec le contexte de l'époque? Vous voyez, donc ces 3 points construisent une trame que je voudrais que vous repreniez dans votre travail à faire après cette leçon. Alors représentons d'abord le défi technique de cette chapelle. Donc si je reprends ce que vous aviez trouvé, hein, le plafond de la chapelle Sixtine, vous l'avez vu, elle se situe à 20 mètres de hauteur. Elle va se déployer sur 1200 mètres carrés, sur plus de 40 mètres de long et 13 mètres de large. Michel-Ange a dû peindre sur un échafaudage, en position tordue, la tête en arrière, ce qui visiblement a miné sa santé et lui a occasionné des maux de dos, des douleurs, etc. Il lui a fallu 4 ans pour achever l'œuvre seul. Pendant cette œuvre, techniquement, il a utilisé la peinture à l'huile et a dû jouer avec les perspectives pour que l'œuvre prenne toutes ses dimensions vues du sol. Alors, il s'agit d'une peinture religieuse. La commande du pape ne saurait en être autrement. Et on peut voir que Michel-Ange a organisé la peinture, cette vaste peinture, en plusieurs scènes. Elles sont d'ailleurs séparées par une architecture imaginaire, dont on voit des voûtes, des piliers, des voussures. Et les scènes centrales sont tirées de l'Ancien Testament, et plus précisément du livre de la Genèse. Elles racontent la création du monde, de l'autel, jusqu'à l'entrée, vers le haut. Donc c'est cette partie centrale que j'ai décidé de choisir, de privilégier pour l'analyse. Zoomons, je vous invite à suivre sur votre manuel le détail de chacune de ces scènes. Donc en partie numéro 1, ici nous avons Dieu qui crée la lumière, qui crée les astres. En 2, Dieu va séparer la terre des eaux. En 3, une des parties les plus connues de la chapelle Sixtine, Dieu qui crée Adam, l'homme. Donc on peut zoomer, vous pouvez zoomer sur votre manuel en regardant de près. Je vous invite d'ailleurs à faire des recherches d'images sur cette partie-là et à apprécier le détail infini de cette partie-là, qui est une toute petite partie de la voûte. En 5, Adam et Ève, Ève pardon, qui est tirée de la côte d'Adam, donc la création de la femme. Remarquez le grand nombre de personnages. Ensuite, Adam et Ève qui sont chassés du paradis, la création du péché originel. Ensuite, Noé qui construit un autel pour Dieu. Et en dernier, le déluge et la fameuse arche de Noé. Fin de cette partie de la Genèse. Alors il s'agit d'une œuvre humaniste, car elle est tout à fait révélatrice de la Renaissance. Premièrement, on peut voir qu'elle s'inspire de l'Antiquité, puisque même si le sujet est religieux, les corps représentés sont très souvent nus. Le thème est biblique, mais l'architecture en trompe-l'œil s'inspire de l'architecture antique. Et puis, elle place l'homme au cœur de l'œuvre. D'ailleurs, les personnages sont très nombreux. Et puis, le cœur du sujet, c'est surtout le destin de l'homme et sa souffrance ou son origine. On a pu voir aussi qu'il a innové, que Michel-Ange a innové par les techniques employées. Donc une œuvre typiquement humaniste et de la Renaissance. Maintenant, parlons des devoirs que vous aurez à faire pour appliquer cette leçon. Donc pour jeudi,
je voudrais que vous me créiez une petite page sur laquelle vous allez reproduire cette analyse sur une œuvre. J'ai choisi 7 œuvres de la Renaissance et vous aurez donc à créer une page dans laquelle vous mettrez une présentation rapide, titre, auteur, date, dimension, matériaux, localisation. Bien sûr, les réponses varieront ou la précision variera en fonction de l'œuvre que vous aurez choisie. Je voudrais une image de l'œuvre, soit suffisamment grande pour en distinguer les détails, soit une vue générale un peu plus petite, autour de laquelle vous aurez placé des vignettes agrandies sur les détails que vous voudrez décrire. Ensuite, je voudrais une analyse de l'œuvre qui va suivre la trame que je viens de vous faire. Donc les aspects techniques de la création, la description et la signification des éléments principaux. Vous ne pouvez pas être exhaustif, faites des choix. Et puis surtout une conclusion qui va nous montrer comment cette œuvre représente l'humanisme et la Renaissance. Voilà, je voudrais que vous choisissiez votre œuvre. Je vous ai mis sur École Directe un lien, un doodle, pour lequel vous allez pouvoir vous inscrire. 5 places maximum par œuvre pour que nous ayons une variété assez importante des œuvres choisies. Je vous montrerai après comment mettre en commun tout ça. À rendre en priorité sur École Directe, pour que je puisse bien faire la liste de ceux qui ont rendu le travail. Et si vous avez un problème technique, vous me l'envoyez en pièce jointe par messagerie École Directe ou par mail. Dernière partie de notre leçon, la diffusion du mouvement artistique de la Renaissance en Europe. Alors précisons que si l'Italie est clairement le foyer de la Renaissance, là où elle a pris tout son essor, d'autres endroits en Europe ont connu des innovations intéressantes. Par exemple, au XVe siècle, aux Pays-Bas, est inventée la peinture à l'huile par le peintre flamand Jan van Eyck, et le perfectionnement de la technique du portrait qui aura toute sa place dans cette partie de l'Europe. Au XVIe siècle, les nouveautés artistiques italiennes vont directement influencer d'autres espaces, le plus connu étant la France, avec François Ier, roi de France, qui va attirer Léonard de Vinci à la fin de sa vie et y diffuser de nombreuses techniques et de nombreuses tendances de l'art de la Renaissance. Les riches marchands de toute l'Europe vont désirer adopter l'atmosphère de luxe italienne pour témoigner de leur puissance. Donc elles vont influencer rapidement le Val-de-Loire, les Pays-Bas, des zones en Allemagne, jusqu'en Espagne. Mais de façon générale, la diffusion de ce courant artistique va suivre les courants commerciaux, puisque ce sont eux qui se déplacent de ville en ville dans toute l'Europe. Alors, tentons une réponse à la problématique qui était quelles sont les principales innovations de la Renaissance et quel était le lien avec l'humanisme. Nous avons donc pu voir que les principales innovations de la Renaissance ont touché de nombreux domaines dans l'art comme dans les sciences, en introduisant de nouvelles techniques et de nouvelles façons de représenter l'homme et le monde. Nous pouvons dire qu'en s'inspirant des formes et des thèmes de l'Antiquité, et en plaçant l'homme au cœur de leurs œuvres, les artistes de la Renaissance ont bien accompagné et prolongé le mouvement humaniste. Leurs œuvres en sont devenues une expression éclatante sur la toile comme dans la pierre. La prochaine fois, nous aborderons l'évolution religieuse de cette même époque, les réformes. À très bientôt.